Bonjour à tous et bienvenue dans ce cinquième cours de philosophie générale consacré à la notion de temps. Aujourd'hui nous allons sans plus tarder nous rapprocher des conceptions davantage modernes du temps, puisque jusqu'ici nous avons envisagé le temps à partir d'une temporalité présente dont nous ne pourrions jamais sortir et qui serait donc homogène, ne laissant place à aucune forme de conception relative du temps. Après avoir accusé l'idée même d'éternité ou d'au-delà de l'existence avec Épicure précédemment, pour n'envisager que le temps présent comme seule temporalité, nous concernant, et dans laquelle vivre heureux est possible et même souhaitable, il convient de nous demander toutefois si récuser l'idée d'un au-delà du temps est ce qui nous permettrait de considérer le temps en lui-même. Nous passons ici donc d'un temps que nous avions conçu comme une création, un produit issu de l'entreprise divine avec Platon puis Augustin, à un temps comme structure même de notre existence s'imposant à nous et dont nous ne pouvons rien dire quant à son origine. En effet, du point de vue de l'expérience et non simplement du point de vue de la croyance, le temps n'existerait pas comme quelque chose d'engendré. Parler du temps comme d'une création consisterait à envisager le temps comme autre chose que ce qu'il y a de premier et de constitutif au sein même de notre expérience du réel. En réalité, on ne sait pas si le temps a toujours été ou s'il est créé par Dieu, car ces deux thèses ne peuvent être ni approuvées ni contredites par la seule expérience. Tel est un des nombreux enseignements de la critique de la raison pure de Kant, sur laquelle nous allons effectuer un retour dès à présent. Je rappelle pour ceux qui n'auraient pas eu la chance de regarder cette vidéo, qui demeure une des meilleures et une des plus appréciées semble-t-il de ma chaîne, que j'ai réalisé une vidéo sur la critique de la raison pure de Kant dans ma série de vidéos consacrée à la vérité, abordant la plupart des idées les plus simples à comprendre dans sa théorie de la connaissance. Bon, les plus simples à comprendre, ça veut pas dire que c'est facile pour des débutants, mais bon, j'ai fait ce que j'ai pu. Elle est vraiment longue, même si vous voulez un peu, en tout cas, si vous voulez un peu plus de matière ou de précision pour entrer dans l'épistémologie ancienne, je vous la recommande. Ça pourrait être un bon complément par rapport à celle-là. C'est même préférable, en fait, je pense, d'avoir vu celle-là avant de regarder celle-ci. Je la ferai apparaître à la fin, normalement, dans les suggestions. Donc vous pouvez la retrouver facilement en tout cas. Bon, en tout cas, l'idée majeure de la critique de la raison pure, si on s'efforce de ne surtout pas rentrer dans le détail pour l'instant, ceux qui connaissent déjà un minimum Kant le savent. Là, je vais vraiment parler de choses très compliquées, mais je vais y aller en crescendo, hein, donc vous inquiétez pas. C'est que, donc en tout cas, vraiment le point de départ qu'il faut bien avoir en tête, c'est que le savoir ne se situe pas sur le même plan que la croyance. Ce qui est objet de croyance est de l'ordre de l'hypothétique, c'est ce que Kant nomme la chose en soi, c'est-à-dire ce qui serait connu en soi, en tout cas qui n'est pas connaissable chez Kant, et qui serait en soi, c'est-à-dire qui existerait indépendamment de toute relation à nos modes de connaissance, constitués de nos cinq sens, et de notre esprit ou entendement qui ordonne notre expérience. Ce qui est de l'ordre du savoir provient de notre expérience seule, qui donne lieu à des connaissances liées à la sensation. Je fais ce petit rappel sur l'aspect le plus simple à comprendre de la théorie de la connaissance de Kant, pour que l'on comprenne mieux ensuite pourquoi, justement, il semble impossible pour Kant d'envisager le temps comme un objet d'étude à part entière, ou en tout cas comme ayant une réalité en soi. En effet, si tout ce que l'on connaît est lié à notre sensation, ou ce que Kant nomme intuition sensible et empirique, puisque c'est l'esprit qui appréhende le réel, il y a donc un rapport intuitif à la connaissance, je le rappelle, alors il ne semble plus possible d'affirmer que le temps aurait une réalité en tant que création divine à l'origine des événements se produisant sur Terre. Le temps serait nécessaire à la connaissance car il serait constitutif de notre expérience. Mais justement, il serait ce à travers quoi nous connaissons les objets. Il ne serait pas lui-même un objet de connaissance. Avant d'aller plus loin, je rappelle que pour Kant, on retrouve cette idée dans l'esthétique transcendantale de la critique de raison pure.
Le temps est, au même titre que l'espace, une forme pure de l'intuition sensible. Il précisera un peu plus sa définition du temps dans les autres grands moments de la critique de raison pure, mais en début d'analyse, il pose déjà cette définition essentielle. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Ça veut dire que le temps n'a pas une réalité dite objective, dans la mesure où il ne peut pas être connu à partir de l'expérience, puisqu'il permet l'expérience, et donc la connaissance. Le temps préexiste à ce qui nous apparaît sous les yeux, car pour qu'il y ait quelque chose qui nous apparaisse, et dont on puisse parler, un phénomène quelconque, il faut bien qu'il y ait un cadre spatio-temporel. Par exemple, j'enregistre cette vidéo le soir du 11 novembre 2021. Le fait que l'on soit le 11 novembre 2021, en passant, vous voyez ce que je fais quand j'ai un jour férié, et que je sois chez moi est à la fois universel et nécessaire, car toute personne est capable de connaître quelque chose à partir d'un cadre spatio-temporel au sein duquel son expérience va avoir lieu. Pour le dire autrement, il n'y a pas d'expérience et pas de connaissance qui en découle sans cadre spatio-temporel au préalable. C'est peut-être très compliqué ou abstrait pour un public non philosophe ou non averti, alors je vais prendre des exemples et m'appuyer sur Newton qui, un siècle avant Kant, a donné une définition très importante du temps, qui sera largement remise en question ensuite, ne serait-ce qu'avec la théorie de la relativité d'Einstein, et à laquelle justement s'oppose Kant de façon pour le moins judicieuse et visionnaire. Donc Newton, je le rappelle au cas où, c'est un scientifique de génie du XVIIe siècle qui a joué un rôle décisif dans l'émergence de la physique moderne, notamment avec son célèbre ouvrage Principes mathématiques de la philosophie naturelle, et c'est dans le livre 1 de cet ouvrage, et notamment dans la scolie qui fait suite aux définitions qu'on y retrouve, que Newton opère une distinction fondamentale entre un temps objectif et un temps relatif. Pour Newton, on se plante complètement si l'on considère que le temps seulement, comme si on considère que le temps n'est qu'une mesure, et qui plus est une mesure relative. Vous vous souvenez que dans ma vidéo sur le temps chez Platon, et sur le Timée, je vous avais montré que les premières intuitions du temps étaient liées à l'observation des astres et que l'on avait établi des mesures à partir d'un intervalle séparant le retour d'un astre à son point de départ initial. Eh bien Newton démontre en fait qu'un temps comme celui-ci est relatif et ne correspond pas au temps lui-même, ne serait-ce que parce que Newton, qui a découvert la loi de la gravitation universelle, je le rappelle, a découvert qu'il y avait une force qui s'exerçait sur les astres et donc que cette force influait nécessairement sur leur mouvement. Le mouvement des astres peut être plus ou moins ralenti ou accéléré par les forces s'appliquant à ceux-ci. Alors certes, Newton considère que le mouvement des astres est plus régulier que d'autres mouvements et peut servir de repère temporel, mais il ne faut pas oublier que ça ne peut pas être absolu et qu'il y a toujours des variations, même infimes, possibles, dépendant de la vitesse du mouvement des astres dans le futur. Face à ce temps relatif, donc, qui repose sur des observations, il y a le temps dit absolu, que Newton nomme la durée. Il donne la définition suivante, je cite, « Le temps absolu, vrai et mathématique, sans relation à rien d'extérieur, coule uniformément et s'appelle durée. » Fin de citation. Donc ici Newton veut dire que le temps serait invariable et universel en tant que durée. Deux événements auront lieu de façon simultanée pour les observateurs des 10 événements, quelle que soit leur position dans l'espace. C'est tout le contraire de la théorie de la relativité d'Einstein qui montrera qu'en fonction de l'espace où l'on se situe dans l'univers, le temps sera plus ou moins long, ce qui donnera lieu à des idées de scénarios intéressants, développés dans la science-fiction, notamment dans le film Interstellar, pour ceux qui l'ont pas vu. Bref, Newton distinguait donc un temps relatif à des observations de changement qui ne peuvent pas faire l'objet d'une régularité absolue, et un temps qui ne serait relatif à aucune observation, et auquel nous serions tous soumis, que nous le voulions ou non, quel que soit le point où l'on se situe dans l'univers. Pour le dire autrement,
le temps n'est pas relatif au changement perceptible de la matière. Quand on voit un arbre vieillir ou perdre ses feuilles par exemple, il existerait de façon absolue, indépendamment de toute matière, et serait donc immatériel et universel, puisque s'appliquant à l'univers entier en tant que durée. Donc là, je reprends un peu mon exemple pour que ça soit plus clair, parce que ce que je dis, c'est peut-être un peu compliqué, mais en gros, si on reprend mon exemple de l'arbre, le temps, c'est pas, on va dire, le nombre de secondes qu'on va compter, ou le nombre de mois qu'on va compter entre les moments où l'arbre perd ses feuilles et le moment où elle repousse. C'est ce qui fait, tout simplement, que de manière invariable, ces feuilles vont tomber et repousser, vous voyez. Donc partant de cette distinction essentielle entre temps relatif et temps absolu, le seul temps ayant une réalité en soi étant le temps absolu, je rappelle que ce qui est absolu c'est ce qui n'est pas relatif, ce qui est inconditionné donc, qui ne dépend que de lui-même, on comprend que Kant ait pu réfuter Newton sur ce point et que l'on puisse douter qu'un temps absolu existe réellement, car il échappe à toute observation. Ce que nous connaissons du temps est relatif et lié à l'expérience. Pour le dire autrement, le tort de Newton aura été de concevoir un temps idéal entre guillemets et invariable qui échapperait à l'observable, mais de fait, il a dépassé le cadre de l'expérience lié à la sensation et il a fait un saut illégitime échappant à ce que l'on est en mesure de connaître. Toutefois, il ne faut pas croire que Kant nous dit que le temps est relatif à, à l'expérience et en dépend intégralement. Ça serait plutôt la théorie de Hume sur le temps, à laquelle Kant s'oppose également. D'après Hume, j'ai déjà consacré une vidéo à son épistémologie par ailleurs, je le dis entre parenthèses, le temps serait une abstraction qui dériverait de nos impressions sensibles. On aurait une conception abstraite du temps qui serait la généralisation liée au fait que l'on observe des changements tout autour de nous et en nous, notamment au niveau affectif. Dans le livre 1 de son traité de la nature humaine, deuxième partie, section 3, Hume nous dit que l'idée de temps serait formée de la succession des idées et des impressions, autrement dit formée à partir de notre expérience. C'est-à-dire qu'en fait, notre temps, c'est une généralisation de la succession des éléments qui constituent notre expérience, de nos impressions sensibles, donc de nos sensations et des idées qui en découlent. On sent qu'il y a un écoulement et qu'il y a quelque chose de continu, et on va créer à partir de là la notion de temps, vous voyez, comme une pure abstraction. Donc, je vous développe Newton et Hume, pas pour faire de l'histoire de la philosophie, il paraît que de nos jours c'est mal vu d'en faire, va savoir pourquoi d'ailleurs, mais parce que je pense que ça peut être utile pour comprendre avec plus de précision quelle conception du temps réellement originale développe Kant en opposition à ces deux conceptions. Qu'est-ce que Kant apporte concrètement par rapport à tout ça ? Eh bien, pour Kant, et ce dès le 3e paragraphe de son esthétique transcendantale, il est inenvisageable que le temps dérive de l'expérience, puisqu'il est ce qui nous permet d'attester de la succession ou de la simultanéité des phénomènes. Par exemple, je sais que deux trains se suivent et n'arrivent pas en même temps, parce que je constate que le train que je vais prendre arrive après le départ d'un train antérieur, qui se situait sur la même voie. La voie du train en question étant l'espace dans lequel se produit la succession temporelle, faisant qu'un train laisse la place à l'autre. En revanche, si les deux trains sont situés simultanément sur la même voie parce qu'il y a assez de place et qu'ils partent à la même heure, eh bien là on peut s'accorder sur la simultanéité de l'arrivée des deux trains, et j'ai intérêt à pas me tromper de train au moment de le prendre. Donc ce que l'on peut en déduire de mon exemple et de la thèse de Kant, c'est que le temps, en tant que forme précédant nécessairement toute connaissance et contribuant à son organisation, est nécessairement lié à un espace. Contrairement à ce que pensait Newton, le temps ne peut pas être pensé sans matière, bien qu'il soit une forme. C'est une forme de la connaissance qui l'organise a priori, mais pas une chose ayant une réalité en soi et absolue dans l'univers lui-même, car on ne connaîtrait jamais rien du temps à ce moment-là.
Avant de pouvoir faire des observations qui vont constituer mon expérience, il faut bien qu'il y ait l'espace et le temps qui forment et précèdent ma connaissance au préalable. Pour le dire très simplement en reprenant mon exemple précédent, je ne peux pas savoir qu'il y a bien un train dans une gare si je ne me situe pas dans cette gare à un moment précis. Tout du moins, ce n'est pas un fait que je peux intégrer à mon expérience. Il faut bien qu'il y ait un cadre à notre expérience, et donc, l'espace et le temps sont nécessaires à l'apparition de toute chose. On n'a jamais rien vu d'extra-temporel, c'est pas possible, et on n'a jamais rien pu en dire non plus. Du moins, on a essayé, mais ça reste de la métaphysique et donc de la simple croyance. La définition très précise que Kant donne du temps, et qu'il faut bien connaître et retenir, c'est la suivante. Le temps est la forme du sens interne. Qu'est-ce que ça signifie ? Tout d'abord, il faut rappeler que cette définition est symétrique en tout point à celle que Kant donne de l'espace lui-même, comme lieu où nous observons les choses se dérouler et qui conditionne nécessairement tout contenu d'expérience. Il nous dit la chose suivante. L'espace est la forme du sens externe. Voilà. Donc je récapitule avant d'aller plus loin. Espace égale sens externe, temps égale sens interne. Cela signifie quoi ? Cela signifie que l'on a avant tout un rapport intime au temps d'après Kant. L'espace est la forme du sens externe dans la mesure où c'est dans l'espace que nous pouvons concevoir ce qui nous est extérieur et situer un point A par rapport à un point B. Je constate bien que le train ne se situe pas sur le quai, au même endroit que les passants, heureusement sinon ils seraient écrabouillés les pauvres, mais bien sur les rails à côté du quai, et je situe donc tel ou tel phénomène que je perçois grâce à l'espace. Espace au sein duquel je peux les situer lorsque je fais usage de mes sens. On comprend donc que Kant fait correspondre l'espace avec ce qui nous apparaît, et que le temps concernerait donc une succession liée au sens interne, c'est-à-dire une succession que l'on sentirait passer au-dedans de nous-mêmes. Dire que le temps est la forme du sens interne, cela revient à dire que le temps n'existe ni de manière absolue, indépendamment du mouvement des choses mêmes, ni de façon relative à l'observation de certaines régularités comme le mouvement des astres. Kant, à l'inverse de Newton, fait dépendre le temps du sujet lui-même. C'est ça la révolution vraiment magistrale que Kant a apportée. Le temps ne peut plus constituer un objet d'étude face auquel on aurait un regard extérieur, un regard de surplomb, car il est ce à travers quoi nous ressentons en nous-mêmes de façon intime une succession, notamment affective. Il faut savoir que c'est pour cela par ailleurs que pour Kant, et c'est un argument qu'il partage avec Hume, on ne peut pas se connaître en tant que sujet immuable à travers le temps. Rien qu'en l'espace d'une journée, on passe par tellement de ressentis et d'émotions différentes que l'on peut difficilement se penser comme étant toujours le même lorsque l'on sent à quel point le temps a passé. Bref, le temps est la succession que nous ressentons lorsque différents états affectifs se suivent de façon continue en nous, et il ne peut pas être représenté en tant que tel, à part de façon schématique par une ligne qui représenterait l'écoulement du temps. Mais alors, on pourrait, si l'on est un spectateur attentif, se dire « Mais attends voir, tu nous as pas dit que pour Kant, la succession, elle avait bien lieu dans l'espace, que le temps c'était justement ce qui faisait que des phénomènes, des trains par exemple, va savoir pourquoi tu y es autant attaché dès qu'il s'agit de parler de Kant et de sa critique de raison pure, se succéder dans l'espace. Pourquoi séparer le temps de l'espace et reléguer l'espace aux choses qui apparaissent extérieurement et le temps aux choses vécues intérieurement et se succédant si on peut observer des successions au sein même de l'espace ? Eh bien, je vais vous le dire, rassurez-vous, tout va bien se passer, enfin j'espère. En fait, et c'est là toute la tension, et c'est à partir de ça qu'on va justement faire évoluer le problème, c'est ça la tension propre à la théorie kantienne du temps. Kant se refuse catégoriquement à confondre temps et espace, bien que les deux soient complémentaires pour les raisons que j'ai indiquées. En tout cas, il essaye de ne pas les confondre. En effet, si le temps n'était qu'un concept ou une notion abstraite dérivée de l'observation, celle des astres ou de notre montre si on a la chance de vivre dans notre époque moderne et bénie,
alors il serait pensé de façon artificielle à partir de certaines régularités dans le mouvement des astres, ou de nos montres et de nos horloges, et alors on pourrait se contenter de dire que le temps n'existe pas, et que tout ce qui existe, c'est l'espace et le mouvement qui y a lieu. Il faut donc bien trouver un compromis pour ne pas confondre temps et mouvement, ou tout penser uniquement en termes de spatialité, et donc envisager le temps comme la succession, mais cette succession nous la ressentons sans aucune liaison avec la moindre observation ou le moindre espace lorsque nous vivons et que nous passons par différentes émotions ou sentiments à travers la journée. Nous sentons bien que les choses se succèdent et que nous ne restons pas stables. Toutefois, même si le temps, et ce à travers quoi j'envisage l'entière succession de mes différentes humeurs et passions, et que je sais que le temps a passé en comparaison d'un état antérieur à un état présent, cette succession se trouve bien dans l'espace également, mais il ne s'agit pas d'une succession vécue, mais observée qui repose toujours sur la participation du sujet à sa propre connaissance, mais différemment. En effet, le temps lié aux observations n'est pas de l'ordre de la succession intime, mais le temps dit mathématique qui ne se situe pas sur le même plan que le sens interne et donc le vécu de la conscience. Cet aspect du temps, Kant l'aborde dans son analytique transcendantale et non plus dans l'esthétique transcendantale, à la section analytique des principes. J'ai déjà expliqué en quoi consistaient les concepts de l'entendement chez Kant dans mon autre vidéo à laquelle je vous renvoie, mais pour résumer, ce sont les synthèses qu'effectue notre esprit selon différentes catégories de ce dont nous informent nos sens. Par exemple, mon entendement synthétise, selon la catégorie de causalité, la joue rouge de mon ami comme l'effet d'une cause qui est la gifle qu'il a reçue en témoignage de son caractère trop téméraire avec les femmes. C'est pas vrai, j'ai pas d'amis comme ça, c'est juste pour l'exemple. Les deux catégories, ou plutôt sous-catégories, qui vont jouer un rôle essentiel par rapport à la manière dont la succession va s'appliquer à l'espace et donner lieu à des mesures mathématiques, ce sont la substance, qui est une sous-catégorie de la relation, et la succession déduite de ce qui arrive nécessairement et de façon contingente en tant que sous-catégorie de la modalité. Pour le résumer, si tout demeurait et subsistait donc, tout serait éternel, il n'y aurait pas de temps et donc pas de changement. Mais d'un autre côté, s'il n'y avait que de la succession, alors rien n'existerait non plus, car il n'y aurait rien de suffisamment immuable pour qu'on puisse en prendre connaissance et en dire quoi que ce soit. Le temps, au niveau des catégories de l'entendement, et donc de notre organisation, de notre expérience par notre esprit, est donc le résultat du décalage entre ce qui demeure, subsiste, et ce qui se succède. Il y a donc de la permanence dans le changement, qui fait que les choses peuvent subsister et demeurer dans l'espace, mais aussi une succession qui est pensée par rapport à ce qui peut y être observé en tant que changement ponctuel. Sinon, tout demeurerait, et là, on pourrait pas parler de temps non plus, puisque le temps est relatif au changement. Le temps s'applique donc en tant que mesure mathématique, par contraste, entre ce qui demeure et ce qui change dans le réel. Mais bon, en réalité, ce n'est pas très compliqué, on revient purement et simplement à l'observation des régularités qui subsistent dans le réel, le mouvement des astres, la régularité du cadran solaire ou de l'horloge, de manière à créer des repères temporels à partir d'intervalles. Le temps est donc à ce niveau-là ce qui permet de rendre compte des changements dans l'espace ayant lieu entre divers phénomènes, la tombée de la nuit ou le lever du jour par exemple. Bref, vous l'aurez compris, la conception kantienne du temps est un peu complexe, mais ce qu'il faut retenir, c'est que par sa théorie, le temps devient quelque chose d'inconnaissable qui sert à connaître et qui permet d'établir un écoulement et une succession qui n'a rien d'absolu et d'universel, car elle dépend d'un sujet qui, par son vécu affectif fluctuant, sans le temps passé, et par l'observation du réel et des régularités qu'il est possible d'établir, alors à ce moment-là, ça se réduira à des mesures qu'on va établir en conséquent, à partir de ces régularités. Donc le temps, selon Kant,
est donc relatif et n'a pas de réalité en soi tout en étant universel et nécessaire, car sans lui rien ne pourrait se succéder et tout demeurerait stable. Il dépend toujours d'un sujet connaissant, mais demeure une structure nécessaire à l'organisation de notre propre expérience, faite de succession et de simultanéité entre différents événements. Cependant, tout ceci nous conduit à un nouveau problème. Si le temps est la forme de notre connaissance ayant lieu selon un certain ordre et une certaine organisation de notre esprit, est-il possible de penser que le temps lié à un ordre de succession spatiale n'est pas le temps lui-même? En effet, serait-il possible de donner raison à Newton sur ce point et considérer le temps comme une mesure relative et inauthentique dès qu'il s'agit de simples unités telles que les secondes, les minutes ou les heures qui rythment notre quotidien, dans la mesure où il subsiste toujours un décalage entre la succession de nos différents états émotionnels et la régularité observée entre chaque avancée de l'aiguille sur une montre ou une horloge? Comment expliquer cette séparation entre le temps vécu de manière intime, seul rapport au temps où l'espace n'intervient pas précisément, étant établi, de façon peut-être artificielle on pourrait dire, sous la forme de mesures qui brillent toujours par une certaine régularité? C'est ce que nous verrons la prochaine fois en nous demandant notamment si Kant n'aurait pas mieux fait de laisser le temps demeurer dans la simple sphère du vécu interne sans chercher à le mêler, même de façon différente, à l'espace. En attendant, j'espère que vous n'avez pas la migraine à cause de moi et que cette vidéo restait tout de même digeste et assez claire. Je suis bien conscient que c'est assez technique, mais j'ai fait un effort pour être aussi clair et précis que possible, et pour ne pas parler de choses plus compliquées encore, telles que le schème chez Kant, ça sera peut-être pour une autre fois. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura intéressé ou vous aura été utile. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à me suivre et à m'encourager, et je vous dis à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo sur une nouvelle théorie incontournable sur le temps qui permettra de faire évoluer de manière salutaire notre réflexion sur cette notion très technique et complexe. À bientôt!